Bonjour, nous allons effectuer aujourd'hui la fermeture d'une fuite paraprothétique d'un patient de 61 ans qui est porteur d'une cardiopathie ischémique et valvulaire et qui avait bénéficié en juillet 2013 d'une plastie de la valve mitrale pour un prolapsus de P2. Compliqué quelques mois plus tard d'une décompensation cardiaque globale qui avait révélé une fuite résiduelle sévère sur les composantes A1-P1 pour laquelle il avait bénéficié d'un remplacement valvulaire mécanique avec la mise en place d'une valve Saint-Jude médicale de 33 mm. Par la suite, le patient est resté en état d'insuffisance cardiaque subinstrant et un diagnostic de fuite paravalvulaire sévère a été porté, raison pour laquelle il est adressé ce jour pour une tentative de fermeture percutanée. Donc, nous allons effectuer la procédure avec l'équipe des cathétériseurs du service, le professeur Jean-Benoît Tambeau et le docteur Zakaria Jalal, assisté d'Hélène Bousquet et de notre anesthésiste, le docteur Giovanni. La procédure se déroule en plusieurs étapes qui sont premièrement un repérage de la fuite paraprothétique et un repérage et une analyse du septum interauriculaire pour guider la ponction transseptale. Ensuite, nous essaierons d'effectuer un passage dans la fuite paraprothétique par des guides, suivi de la mise en place de la prothèse. Donc, je vous propose de commencer par l'analyse de la valve mitrale et de la fuite paraprothétique. Donc, vous voyez ici sur l'échographie la valve mécanique Saint-Jude double ailette avec un fonctionnement des ailettes qui paraît satisfaisant. Et on peut voir ici sur le bord septal de la prothèse une fuite paravalvulaire qui semble importante, pour laquelle nous avons effectué une quantification par PISA. Donc voici ici la mesure du rayon qui a été mesuré à 10 mm pour une mesure de l'orifice régurgitant évaluée à 0,46 cm², ce qui est concordant avec les mesures préopératoires qui avaient été effectuées par l'équipe du professeur Lafitte, qui retrouvait un orifice régurgitant à 0,39 cm². Le point important de la procédure est le repérage de la fuite paraprothétique que nous allons effectuer grâce à la technique 3D temps réel ou zoom 3D que vous voyez ici sur l'écran. Qui nous permettrait rapidement d'avoir une localisation de la fuite paraprothétique qui est située dans cette zone, avec l'auricule gauche dans cette zone et l'aorte dans cette zone. Donc, nous allons commencer la procédure en réalisant dans un premier temps l'abord transseptal. Et de manière intéressante, chez ce patient, on met en évidence sur l'examen ETO l'existence d'une petite communication interauriculaire située dans la partie postérieure du septum, qu'on va essayer d'évaluer également en échographie 3D pour avoir une vision un peu plus globale. Et on retrouve ici la petite communication
localisé dans la partie postérieure. Et si on se met dans la vue ventre auriculaire droite, avec la veine cave supérieure ici et la veine cave inférieure ici, on voit une petite communication qui est située plutôt dans la partie postérieure et inférieure du septum inter-auriculaire. Donc habituellement, pour tous les patients, on effectue une ponction transseptale. Idéalement, pour les patients qui ont des fuites paraprothétiques qui sont localisées plutôt sur le bord septal de la prothèse, on a tendance à essayer de faire une ponction transseptale assez postérieure, un petit peu de la même manière que ce que l'on fait pour les auricules gauches, ce qui nous permet d'avoir un rayon de courbure que vous pouvez voir avec ici le pointeur, un peu plus important pour venir pouvoir passer au niveau des fuites sur le bord septal, donc pour avoir un rayon de courbure suffisamment long pour pouvoir manipuler les cathéters. La fuite est sur le cadran plutôt mid-septal, supéro-septal. Donc on utilise une sonde de coronaire AL1 et on essaie de passer à travers le trou avec un guide Terumo 35J. Là c'est beaucoup, là c'est mieux. Tu regardes ma flèche, c'est là que tu dois aller. Là tu es en vue auriculaire là. Hein. Ouais. Voilà, impeccable. On est dedans? On est dedans. On voit bien que tu es passé, tu as pris un bon rayon de courbure qui t'a permis de passer dans le trou. Donc là, le guide est passé à travers la fuite paraprothétique. J'ai mis le pointeur dessus, Jean-Benoît. À travers la fuite, on a un petit peu réduit le volume d'acquisition pour essayer d'augmenter un petit peu la cadence image. Et vous voyez ici qu'on est en live et qu'on a des images de qualité satisfaisante. Et on voit ici le guide dans sa portion ventriculaire gauche. Donc, tout à l'heure, j'avais un diamètre entre 8,2 et 5 mm. L'avantage, c'est qu'on a une distance, je dirais, raisonnable de l'anneau valvulaire. Et on va pouvoir mettre une prothèse de taille optimale pour essayer de fermer le défect. Je pense qu'il faut partir en sursizant légèrement, en mettant une prothèse, on prend une petite prothèse de CIA. Petite prothèse CIA ou vascular plug 2. Le vascular plug 2, on va être un peu long, je pense. Effectivement, on n'a pas de tunnel, donc peut-être qu'une toute petite prothèse de CIA serait bien. Ton défect, c'est le mettre là à 6 mm. Donc la discussion la plus importante, c'est le choix de la prothèse qu'on doit utiliser pour fermer ce shunt, qui est un petit shunt ovalaire qui est mesuré entre 8 et 5 mm à peu près. On a des prothèses qui sont rondes et on a en général 3 types de prothèses à disposition. Les prothèses de communication interauriculaire avec une gorge centrale et 2 disques, les prothèses de communication interventriculaire et les vascular plug. Ici, comme il n'y a pas de tunnel et que la zone entre l'oreillette et le ventricule est étroite, on préfère s'orienter vers une prothèse plus courte en longueur, c'est-à-dire une prothèse de CIA ou une prothèse de CIV. Donc, après discussion avec le professeur Tambo, on a opté pour une prothèse de CIA de 8 mm qui aura donc un disque sur son versant ventriculaire de 20 mm et un disque sur son versant atrial de 18 mm. Et voilà ici la mesure que j'ai faite, que vous voyez peut-être sur l'écran
du disque tel qu'on aimerait qu'il se positionne sur le versant atrial. Et voilà la mesure sur le versant ventriculaire où, en toute probabilité, la prothèse de 20 mm va pouvoir se mouler ici sur la paroi ventriculaire sans venir gêner le mouvement des deux ailettes qui sont ici. Donc ici, vous voyez un seul guide et on va venir positionner un deuxième guide par sécurité pour pouvoir monter éventuellement une prothèse supplémentaire si jamais il y a un shunt résiduel. Donc Jean-Benoît a positionné deux guides. Ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré une cadence image qui est assez élevée pour du 3D, on n'arrive pas clairement à distinguer les deux guides quand ils sont quasiment collés l'un à l'autre. Puisque sur notre image ici, on a la sensation qu'il y a peut-être deux disques, mais la résolution, bien que plutôt bonne, ne permet pas de voir clairement cet élément que je vous montre ici. Donc là, on va monter une gaine sur un des guides, en maintenant l'autre pour pas qu'il avance au moment où on vient amener notre gaine. Voilà, par contre ici, on voit bien Donc là, je pense que tu dois voir un effectivement épaississement oui. avec ici le guide d'un côté et la gaine qui vient se positionner de l'autre. Pendant que Jean-Benoît prépare, je vous montre effectivement les projections qu'on a fait pour essayer d'évaluer l'interaction possible entre les disques atrial et ventriculaire avec la prothèse mécanique mitrale. Donc ici, vous avez une vue ventriculaire en 3D temps réel, avec une projection qu'on a fait sur le diamètre de 20 mm, avec ici la même vue en 3D live sur le versant atrial, et ici une projection identique qui a été faite en volume total. Donc là, Jean-Benoît a largué la prothèse. Le point positif déjà, c'est qu'il n'y a aucune gêne du fonctionnement de la prothèse mécanique. Maintenant, on va regarder au Doppler couleur. Alors au Doppler couleur, on a encore une fuite ici qui paraît dans la prothèse. On voit ici la gaine et le deuxième guide. Voilà, donc je vous montre ici le résultat après la mise en place de la prothèse qui a été repositionnée à 2 reprises pour essayer d'optimiser le déploiement du disque sur le versant ventriculaire. Alors, 2 éléments qui peuvent favoriser cela. D'abord, la persistance d'un deuxième guide qui semble quand même dans l'axe du shunt et le fait que le versant atrial de la prothèse soit en traction sur la gaine. Donc après un petit temps de réflexion avec Jean-Benoît, il nous est apparu que une des raisons possibles de la persistance du shunt était un désaxement du disque sur le versant atrial qui était lié au guide. Donc finalement, comme le sizing initial paraissait correct, on a décidé d'enlever le guide. Et après ablation du guide, on a un repositionnement du disque sur le versant atrial avec des prothèses qui sont beaucoup plus parallèles. Et par voie de conséquence, on a un shunt résiduel qui paraît nettement moins important que précédemment quand le guide était en place. Donc je pense qu'on va larguer la prothèse et qu'on va en rester là. Voilà en 3D le shunt. Donc je dévisse ma prothèse. Résiduel. La Voilà, prothèse va être larguée. La prothèse est dévissée, crac. On voit le mouvement de faux du cathéter. Donc à ce moment-là, c'est important. Elle s'est très bien réaxée. Elle s'est très bien réaxée, absolument. Voilà. Si vous pouvez voir le résultat, donc on a une prothèse qui s'est réaxée, notamment le disque atrial. Et on a certes la persistance d'un shunt intraprothétique qui est présent. Alors, je vais prendre un dernier gradient, bien évidemment, sur la valve mitrale.
pour de façon systématique vérifier qu'il n'y a pas de montée du gradient. Voilà, gradient moyen à 3 pour un gradient moyen à 5 en début de procédure. Bon, je vais mettre en zoom 3D pour confirmer en vue anatomique un positionnement correct de la prothèse. La prothèse, donc, ici, ne vient pas gêner le disque ni les ailettes, ne vient pas en appui sur le disque, pardon, sur la structure de la valve. Et voilà donc la prothèse ici sur son versant ventriculaire qui est assez bien déployée avec la valve mitrale ici et la valve aortique et donc un positionnement qui est correct et qui surtout ne vient pas interférer avec la valve mécanique mitrale. Voilà, on va s'arrêter là. Merci.